Bonjour à toutes et à tous, bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Le Lion Mondulog est allé à Saint-Priest à l'occasion de la fête de lutte ouvrière et justement nous avons la chance de pouvoir poser quelques questions à Nathalie Arthaud qui s'est présentée lors des élections présidentielles. Et on voulait tout d'abord revenir un peu sur ce moment. On voulait savoir quel bilan vous en aviez conclu par rapport aux forces de gauche qui se sont mobilisées et aussi par rapport à l'élection d'Emmanuel Macron. J'étais consciente dans cette campagne de porter une voix bien particulière. Voilà, j'ai parlé du point de vue des intérêts des travailleurs, du point de vue des intérêts des exploités et j'ai concentré toute ma campagne là-dessus. J'étais quand même la seule à le faire parce que voilà, moi je crois que c'est ce combat-là qui permettra à nouveau de faire avancer la société. Et j'étais satisfaite d'avoir pu faire entendre cette voix-là. Y compris le score qui est bien sûr minime, mais qui montre qu'il y a un courant qui continue, qui est minoritaire, qui est à contre-courant, mais qui existe et qui conserve effectivement ces perspectives-là de changer la société, une révolution communiste révolutionnaire. Voilà, moi je parle plus en termes de gauche-droite. D'ailleurs, Macron lui-même explique qu'il ne faut plus réfléchir en termes de gauche et de droite. Et ce qu'on voit, c'est que la gauche, la droite peut alterner. Celui qui arrive au pouvoir se dit ni de gauche ni de droite. Ils mènent la même politique, une politique favorable à la bourgeoisie. La politique de Macron, elle est très simple. Elle se résume à aller prendre dans la poche d'une catégorie de pauvres pour redonner à une autre catégorie de pauvres. Mais de continuer à faire des cadeaux aux plus riches et à la bourgeoisie. D'accord. Et en fait, pour revenir aussi sur cette campagne, plusieurs organismes, notamment Acrimed, Arrêt sur Image, ont pointé le fait que notamment vous avez été particulièrement maltraité sur les plateaux de télévision. Et c'est aussi cette critique des médias, c'est aussi quelque chose qui est très fort chez la France Insoumise, même si vous avez bien précisé ne pas appartenir à ce courant lors de votre intervention. On voulait savoir un peu quelle était votre position par rapport aux médias et voilà, quelles étaient les critiques que vous auriez à leur adresser et est-ce que vous pensez que vous devez vous lancer un média ou quelle est justement votre manière de diffuser vos idées au monde? Moi je pense que c'est dans l'ordre des choses, dans une société capitaliste où finalement c'est l'argent qui domine, tous les secteurs y passent. Et le secteur des médias n'est pas épargné par effectivement la domination de quelques milliardaires sur le secteur. On est une société capitaliste, les médias sont effectivement contrôlés par les capitalistes, comme les loisirs, comme le sport, comme le secteur économique. Donc il ne faut pas non plus en être surpris. Nous savons très bien que nos idées elles passeront pas par ces médias-là et que ces idées-là, elles ont toujours fait leur chemin par le bouche à oreille militant, par le fait que les travailleurs qui sont concentrés dans les usines, dans les quartiers populaires, dans les entreprises, discutent de leurs affaires. Et nous sommes convaincus que ce ne sont pas les médias qui se mettront au travers d'une révolution si il y a cette révolte, ce vent de colère qui souffle dans la population ouvrière. Et à ce propos, est-ce que vous pensez que les syndicats sont encore assez puissants aujourd'hui pour diffuser ces idées et pour faire advenir justement cette révolution que vous attendez? Je pense que les syndicats n'ont absolument pas pour projet de renverser le capitalisme. Le projet des confédérations syndicales, c'est dans le cadre de cette société, dans le cadre de ces rapports sociaux où c'est le patron qui détient le pouvoir, les intérêts des travailleurs soient mieux défendus. Donc c'est très limité comme perspective. Et nous pensons que la perspective, c'est de ne pas accepter cette domination, de ne pas accepter cette société d'exploitation basée justement sur la domination d'une minorité qui pèse sur la grande majorité de la population. Donc toutes nos perspectives, elles sont communistes révolutionnaires. Mais encore une fois, ce sont nos perspectives, la lutte ouvrière. Ce ne sont pas celles aujourd'hui des confédérations syndicales. Du tout. Ça n'a d'ailleurs jamais été. D'accord. Et justement, vous parlez beaucoup des ouvriers dans vos discours. Et comment est-ce que vous définiriez l'ouvrier aujourd'hui? Parce que les paradigmes ont un peu changé, je pense, depuis quelques dizaines d'années, au niveau de la précarisation des emplois, etc. Est-ce que, parce qu'en fait, quand on dit ouvrier, on peut penser que ce sont forcément des travailleurs en usine, mais il me semble que vous intégrez d'autres catégories de la population en termes d'ouvriers. Bien sûr, pour nous,
c'est la classe ouvrière au sens large, et quand je parle des travailleurs, c'est en intégrant aussi ceux qui sont une semaine au chômage, 2 jours au travail, 3 mois au chômage, 1 mois au travail, parce que le sort aujourd'hui des travailleurs, c'est ça, hein, c'est d'être une fois en emploi, une fois à Pôle emploi, c'est ça le sort de beaucoup. Mais nous parlons effectivement de travailleurs, même si on est infirmière, même si on est enseignant, même si on est technicien, ingénieur, même si on est sur une plateforme téléphonique, on est des travailleurs et on subit l'exploitation. Et sur la journée de travail, eh bien, on produit non seulement de quoi payer son salaire, mais on produit aussi le profit pour le patron et pour ces grands groupes capitalistes. Donc cette réalité-là, elle n'a pas changé. On peut bien sûr dire « oh, il faut changer son paradigme, il faut changer ses mots, se moderniser », mais la précarité pour les ouvriers, les salaires insuffisants, la galère pour se loger, ça a toujours accompagné la condition ouvrière. Donc ce serait vraiment se tromper que de croire que ça, ce sont des choses qui sont réglées. D'accord. Et j'avais aussi une question, en fait, où justement vous disiez que selon vous, l'union des gauches n'est pas possible parce que quand elle a eu lieu, elle s'intégrait au système et elle ne permettait pas justement de faire advenir la société dont vous rêvez. Mais justement, face à un système aussi puissant que le gouvernement, face aux ordonnances du président Emmanuel Macron, comment est-ce que vous pensez qu'il faut lutter dans l'immédiat ? D'abord, je ne pense pas que ce soit possible, parce qu'en fait, ça va sans doute se remettre en place. Justement, Jean-Luc Mélenchon est en train là, de faire en sorte de se faire reconnaître, de se faire adouber comme le leader de la gauche de demain. Et autour de lui, il veut reconstruire une espèce d'union de la gauche. Donc c'est tout à fait possible. Simplement, nous ne sommes pas partisans de cela. Et nous ne sommes pas du tout partants pour cette unité-là, parce que nous savons qu'à chaque fois que cette gauche est revenue au pouvoir, au bout du compte, elle a fait les intérêts de la bourgeoisie et les travailleurs ont subi une politique anti-ouvrière, du même tonneau que celle des différents gouvernements. Donc pour nous, ça ne peut pas être une issue. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là, tout de suite, immédiatement ? Nous militons, nous souhaitons, nous espérons qu'il y ait une explosion sociale, que tous ceux qui subissent cette société, qui subissent l'exploitation et puis toutes les oppressions qui vont avec, parce que cette société, elle entraîne aussi le racisme, elle entraîne un tas de préjugés, le sexisme, elle entraîne le nationalisme, elle entraîne un tas elle fait dégénérer les rapports entre les hommes et les femmes, elle entraîne les guerres. Nous sommes convaincus que ceux qui subissent tout cela, il faut qu'à un moment donné, ils se révoltent contre cet ordre-là. Et nous militons pour une période révolutionnaire. Nous sommes convaincus que ça reviendra. Parce qu'on a toujours eu des périodes où les opprimés contestaient l'ordre social. Nous militons pour cela et nous pensons que c'est dans ces périodes-là où il y a un élan révolutionnaire des masses qu'il est possible de changer les choses. Mais voilà, nous militons pour cette idée-là et pour que les plus conscients et ceux qui souhaitent aller dans cette direction-là s'y préparent, réfléchissent et construisent un parti autour de cette perspective. D'accord. Et vous avez, à la fin de votre allocution, adressé un message au quartier populaire. Et justement, nous sommes un média qui essaye de donner un peu la parole à ces quartiers-là. Et je voulais savoir si c'était possible de revenir avec vous sur le taux d'abstention dans ces quartiers. Et notamment, je ne sais pas si vous saviez, mais à Vénissieux, par exemple, aux législatives, le candidat Front National est arrivé second devant les candidats de gauche. Quel bilan tirer de tout ça ? Et moi, je pense que ça, c'est cette désorientation. Le fait qu'il y ait des travailleurs, des familles populaires qui se tournent vers une candidate qui représente, qui incarne la bourgeoisie, qui fait partie qui est une défenseuse de l'ordre social tel qu'il est, qui est hostile depuis toujours au mouvement ouvrier, aux grèves, aux luttes des travailleurs, qui votent pour cette candidate-là. Ça témoigne d'une désorientation politique profonde. Et cette désorientation politique profonde, elle est le fruit des désillusions, le fruit des déceptions que l'Union de la gauche a véhiculées. Parce que beaucoup de ceux-là avaient voté en 81 pour Mitterrand, avaient voté pour Jospin, y croyaient, avaient ces espoirs-là, avaient espéré que Hollande ferait aussi autre chose, s'en prendrait à la finance, comme il l'avait promis. À chaque fois, ce sont des espoirs, à la fois ce sont des
des attentes qui sont déçues. Au bout du compte, tout cela se disent, finalement, ils se valent tous pareil. Hein, et qui est-ce qu'on n'a pas essayé? Eh bien, c'est toujours la même rengaine, au bout du compte. Donc c'est une désorientation politique dans laquelle la gauche gouvernementale a une responsabilité écrasante. Merci beaucoup, merci pour le temps que vous nous avez accordé. Écoutez, je vous remercie à vous. Bonjour. Alors, vous êtes engagée au parti Lutte ouvrière? Ouais, je suis militante de Lutte ouvrière. D'accord. Et donc, dans ce cadre-là, vous avez décidé de faire une librairie un peu... Chaque année, dans la fête de Lutte ouvrière, on présente des romans. Voilà. Et là, moi, j'ai choisi de présenter des romans autour du thème de l'esclavage, du capitalisme et de l'esclavage, parce qu'en fait, quand même, les premières fortunes bourgeoises, notamment en France, à Nantes, à Bordeaux, mais aussi en Angleterre, elles se sont faites quand même sur le commerce d'esclaves. Et là, je présente un certain nombre de romans qui se passent soit aux États-Unis, soit à La Réunion, soit dans les Antilles, qui montrent un petit peu ce que ça a été la réalité de l'esclavage pour des millions d'êtres humains. Et j'ai eu envie de montrer des romans où il y a des personnages qui s'engagent dans le combat contre l'esclavage, soit des militants abolitionnistes américains, soit des gens tout simples aussi des fois qui vont aider clandestinement les esclaves du sud des États-Unis à s'enfuir vers le nord, ou alors des romans qui montrent des périodes où les esclaves se sont révoltés, voilà, comme à Haïti par exemple, la grande révolte des esclaves à l'époque de la Révolution française. Voilà. Et est-ce que l'année dernière c'était une autre thématique? Est-ce que vous essayez de faire vivre différentes mémoires chaque année? Oui, il se trouve que l'année dernière, des fois c'est pas les mêmes camarades qui présentent des thèmes de romans d'une année sur l'autre. Moi j'ai déjà fait ça l'année dernière et mon thème de l'année dernière c'était les migrants. Voilà, des histoires de migrants dans le monde entier, pareil. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pensez du coup que la culture c'est vraiment un enjeu politique majeur et comment est-ce que vous essayez justement de diffuser vos idées au travers de la culture dans votre vie personnelle, militante? Nous on pense que dans le mouvement ouvrier ça a toujours été une tradition importante de diffuser la culture auprès des travailleurs, de la lecture, ça a toujours été des clubs de lecture, dès les débuts du mouvement ouvrier il y a eu ça. Et nous on a envie de perpétuer ça parce que la culture c'est une arme effectivement, de connaître, de ne pas être ignorant, de comprendre la société dans laquelle on vit, d'où elle vient, comment elle fonctionne, de se mettre un petit peu aussi à la place des exploités d'autres époques historiques, comment ils ont vécu, comment ils se sont battus. Cette grande histoire de l'humanité, moi je trouve ça passionnant et on a envie de faire partager les expériences. Il y a plein d'horreurs, c'est sûr, dans l'histoire de l'humanité, mais il y a aussi plein de personnages chouettes, de gens qui se sont mobilisés, qui se sont engagés, qui ont essayé de changer leur sort ou le sort des autres. Et à la fête de Lutte ouvrière, il y a toujours plein de bons bouquins. Voilà. D'accord, merci. Et actuellement, dans la production culturelle, est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez vraiment critiquer avec virulence ou dans des films, par exemple, mis à l'honneur, j'aurais au Festival de Cannes, ou dans des romans salués par les frigons? Qu'est-ce que vous pensez de cet adoubement culturel? Je sais pas comment répondre à ça de façon si générale, parce qu'il y a de très bons films que j'aime bien, il y a des films, je sais pas, j'ai pas de choses particulières à dire là-dessus. Désolée. Au revoir. C'est la lutte.